Témoignage de Monsieur Joseph Schwartz, victime de la rafle du Veldiv. Bonjour. Je vais essayer d'être bref et puis de ne pas perdre ma canne, qui est devenue pour moi un outil indispensable. Voilà. Bon. En préambule, je voudrais dire mon indignation devant ce qui s'est passé cette semaine. Cette comparaison est odieuse. Il faut se lever tous contre ces choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté, l'étoile, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore. Bon. Voilà. Je crois que c'est le devoir de tous, le devoir de tous nos concitoyens, de se lever, de ne pas laisser passer cette vague outrancière, antisémite, raciste, qui rôde dans les coins. Je crois que c'est un devoir primordial. Voilà. Bon, maintenant, pour passer je vais vous donner mon témoignage du 16 juillet, dont j'ai malheureusement été un témoin. Voilà. En 1942, mes parents, mon frère Paul, qui avait 11 ans, et moi, qui en avait 15, nous habitions un pavillon rue de la Vistule, dans le 13e. Le 15 juillet, nous avions été avertis d'une rafle de juifs pour le lendemain, visant les hommes et les jeunes de plus de 16 ans. Par précaution, je suis allé me réfugier chez des amis de mes parents non juifs qui demeuraient à Choisy-le-Roi. Tandis que mon père est allé passer la nuit dans le garage contigu, dont le propriétaire était aussi un ami. Seule ma mère et mon petit frère sont restés dans le pavillon, car mes parents étaient convaincus que les femmes et les jeunes enfants ne risquaient rien. C'est un bruit qui courait. Il y avait des faux bruits, il y avait des vrais bruits. Mais le vrai bruit, c'est le drame. Hélas, vers 6 heures du matin du 16 juillet, Paul et ma maman étaient raflés tous les deux par la police française. Mon père, prévenu par des voisins, a alors téléphoné à nos amis de Choisy-le-Roi et leur a dit qu'il allait se rendre à la police car il voulait rejoindre sa femme et son fils. Apprenant cela et envahi d'angoisse, j'ai pris le bus à Choisy-le-Roi pour venir aux nouvelles. Arrivé rue de la Vistule, j'ai trouvé les voisins de la rue dehors, bouleversés, compatissants. Je me souviens encore de la concierge de la maison d'à côté qui m'a fait boire un chocolat chaud pour me réconforter. Complètement désemparé de ne trouver aucun de mes proches et ne sachant quoi faire, je suis allé frapper à la porte de la famille Finkel qui demeurait rue Caillot à proximité de chez nous, dont l'un des fils était le copain d'école de mon frère. Comme tout était silencieux et que personne ne répondait, je me suis mis à chuchoter derrière la porte « C'est Joseph ». Et la porte me fut ouverte par Finkel. Ils étaient là dans le noir avec Félix, l'ami de mon frère. Ils avaient eux aussi quitté leur cache de la nuit pour venir rassembler quelques affaires avant de fuir. Pendant que j'étais là, tout à coup, de grands coups furent frappés à la porte, ponctués par des cris « Police, police !» Nous n'avons pas ouvert. La porte alors a été enfoncée et nous nous sommes trouvés face à 3 policiers en uniforme, plus un 4e en civil, qui nous a dit de les suivre. Arrivé au bas de l'immeuble, une voiture Renault et le chauffeur en tenue de police nous attendaient. Le policier en civil est monté dans l'auto près du chauffeur et nous 3, Félix, son père et moi, encadrés des 3 autres policiers, nous avons été intimés et contraints de suivre la voilure qui roulait au pas et descendait ainsi l'avenue d'Italie jusqu'au commissariat au rez-de-chaussée de la mairie du 13e. Au commissariat, je me suis retrouvé tout seul dans la grande salle où j'ai fini par m'endormir. La journée avait été très dure. Soudain, j'ai été réveillé par un policier qui soulevait ce banc en me faisant tomber par terre, puis m'a frappé d'un coup de pied au derrière. Tout cela accompagné d'une grosse voix qui me disait « Petit Youpin, menteur, on ne doit pas dormir dans le commissariat ». Ensuite,
Tandis que la nuit était déjà tombée, ce policier m'a accompagné avenue des Gobelins, dont le bâtiment du Secours national du maréchal Pétain, qui servait de lieu de rassemblement des Juifs raflés dans le quartier. Durant ce triste trajet, j'ai appris par ce policier que pendant les heures que je venais de passer au commissariat, ma situation avait été vérifiée et qu'étant considéré comme apatride, je devais rejoindre les autres Juifs raflés. Cette situation d'apatride provenait du fait que mes parents juifs polonais venus en France dans les années 20 avaient été naturalisés français en 1937, puis dénaturalisés par les lois de Vichy en 1941. De ce fait, bien que français, nés en France, mon petit frère et moi, nés tous les deux, nous avions été dénaturalisés automatiquement avec nos parents. Dans ce bâtiment de l'avenue des Gobelins, j'étais comme hébété. Et alors que le jour se levait, je me suis approché du portail entrouvert. Un garde qui faisait les 100 pas m'a soudain dit en passant « Fiche le camp !» Sur le moment, je n'ai pas compris. Mais dès que le garde a tourné les talons, de façon irréfléchie et dans un sursaut animal de survie, j'ai pris les jambes à mon cou et j'ai couru vers l'avenue Auguste Blanqui, mener ma course. Et là, j'ai repris mon souffle et j'ai arraché mon étoile jaune que je portais. Et puis, je suis allé chez ma grand-mère rue des Maronites dans le 20e, que j'ai trouvée en pleurs, car sa fille, ma tante Yossa, venait d'être arrêtée. Ma grand-mère, elle aussi, a été déportée en février 1943. Je suis resté seul, sans famille. Depuis, je ne cesse d'y penser et de me torturer. C'est comme un trou noir dans lequel je suis encore à mon âge, à 94 ans, plongé, par devoir moral envers ma famille, et nourri du chagrin qui a accompagné toute ma vie. J'ai participé au procès des criminels contre l'humanité ayant sévi en France et accompagné les combats pour la mémoire de la Shoah menés par les Klarsfeld et mes frères et sœurs de destin de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. Ce qui me donne le sentiment que notre engagement et nos luttes rentraient nos disparus, fiers de nous. Voilà. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est ce que j'ai dit en préambule. C'est urgent. On traverse une mauvaise passe. Il faut se réveiller absolument pour ne pas tomber de nouveau dans la nuit et le brouillard.